ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, au moins ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Fréquence Foot. Libre sur le web. Bonsoir, bienvenue à tous, c'est Fréquence Foot, 6e édition spéciale pour cet après-match Maroc-Espagne 2-2. Tout le monde a vu le match, tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Et un match exceptionnel, Coupe du Monde exceptionnelle, équipe exceptionnelle. Ce soir, 4 personnes autour de la table. On va rapidement présenter ou ne pas présenter le titulaire à l'aile gauche, Amine Rahmouni. Salut Amine. Bonsoir mon ami. Tout le monde te connaît. Par contre, devant moi, j'ai une actrice, quelqu'un qui fait de la mise en scène, chroniqueuse, également une chimiste d'après ce que j'ai compris. Fatem Layachi, bienvenue à toi. Merci, je suis ravie d'être là. Bon, voilà. On va continuer avec quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, a un ton de passionnariat, qui se révolte contre les injustices, qui interpelle les puissants sur les réseaux sociaux, qui tremble sous les assauts de ces tweets terribles, sans complexe. Voilà, Maha Nabil, bienvenue à toi. Merci beaucoup Reda pour l'invitation et je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on a vécu un ascenseur émotionnel phénoménal de 90 minutes. On a mené au score, on a été rejoint. On a remené au score par Nsayali et par Boutaye pour le premier. Et puis ensuite, on s'est retrouvé on s'est retrouvé à 2-2 après cette improbable égalisation dont on parlera en détail, mais déjà sans beaucoup réfléchir, partagez avec nous vos sentiments, comment vous avez vécu, comment vous sentez maintenant, c'est quoi votre état d'âme, votre état d'esprit, racontez-nous ça fait du bien. C'est vraiment hyper confus comme sentiment. Il y a quelqu'un sur Twitter il y a quelques jours qui disait il faudrait inventer le mot entre fierté et déception, et c'est encore ça quoi. Et je crois que c'est Reda qui a inventé. Non, c'était à ce glorieux podcast. Ok, donc oui, donc voilà, c'était. Vas-y, donc entre fierté et déception. Ouais, c'est entre fierté et déception, c'est plein de choses. Gros sentiment d'injustice aussi, c'est dur de pas en parler. Et en même temps, on a envie de remercier cette équipe qui nous a fait vivre autant d'émotions et de remercier aussi son coach. Moi, personnellement, je remercie. Donc, fierté, déception et frustration, c'est ça? Injustice? Ouais, frustration, je sais pas quoi, un espèce de truc qui mélange tout. Après, c'est horrible parce qu'on en revient à se dire, et si c'était pas passé comme ça, et si ce corner, et si ce truc, et au final, le score, il est injuste. C'est un match nul. L'Espagne finit ce match vraiment par la petite porte. Et je trouve ça triste de revenir à dire le Maroc quitte la compétition par la grande porte. Enfin, moi, je crois que cette équipe aurait mérité de passer la phase des qualifs. Ok, Maha, c'est toi? Moi, juste de la frustration, mais je trouve que cette équipe en sort vraiment grandi, tous, staff et joueurs. Je suis assez confiante pour la suite. Je ne vais pas vraiment rentrer dans la polémique d'Essi parce qu'avec Dessi on pourrait refaire le monde. Maintenant, ce qui est fait est fait. Je garde en tête 2 super beaux matchs où on met vraiment en difficulté 2 grosses équipes et pas des moindres. Qui avait gagné une Coupe du Monde et dernier champion de l'Euro 2016. Donc, moi j'ai envie de garder ça en tête, de beaux souvenirs, une belle équipe qui pourrait nous faire vibrer encore plus pour la CAN prochaine. Donc toi, tu es déjà dans la CAN là. Moi franchement, je suis déjà dans la CAN. Bravo, Alec. Et c'est bon, on plie moi, le j'y arrive pas. Hein. Honnêtement, j'ai envie de plier le chapitre. J'ai envie que tout le monde se pose autour d'une table, qu'on en tire les bonnes leçons. On fait un bon brainstorming. Enfin, je parle des responsables qui sont payés pour ça. On fait un bon brainstorming. On essaie d'en tirer les bonnes leçons. On met le paquet sur nos actes d'amélioration. On essaie d'avancer du mieux qu'on peut. Quoi. Bon, voilà. quel discours rationnel. Hein. Moi, je suis submergé d'émotions contradictoires, complexes et inanalysables, y compris des émotions pas très jolies, en particulier en ce qui concerne l'arbitre. Et là, tu viens nous parler de brainstorming et de tirer des conclusions. Bravo. Ben voilà, c'est super. Amine? Elles sont jolies, elles sont polies, c'est formidable. Moi, Oh là là. Non, mais c'est vrai, il faudrait qu'elles se lâchent davantage. Mais moi, je ne vois aucune déception, très franchement. Je vois beaucoup de fierté. Mais fierté avec un F, mais incommensurable, gros et beau. Pas de déception, mais un peu de tristesse quand même, parce que
de la tristesse parce que j'ai l'impression que tous les étoiles étaient réunies contre nous en fait. Mais ça nous fait une si belle histoire à raconter parce que c'est toujours beau en fait d'avoir tous les éléments déchaînés contre nous. Et malgré ça, bon voilà. Parce que ce que j'ai vécu pendant ces 3-4 derniers jours, au-delà du fait que, même une semaine, allez, au-delà du fait qu'on sort avec un point seulement, c'est peu. Hein. Sur 3 matchs, c'est peu un point. Mais ce point est tellement beau et tellement annonciateur de belles choses à venir pour peu qu'on casse pas le jouet parce qu'on fait ça très bien de casser les jouets. Donc voilà, pour la faire courte, moi c'est beaucoup de fierté, peu de déception, mais un peu de tristesse. Moi, je pense qu'on pourra pas avoir je suis mieux. pas trop d'accord avec cette histoire d'avenir, etc. Parce que globalement, on a quand même une équipe qui est en fin de cycle. On a les cadres qui. Non. Je sais même pas si on reverra Non, Benatia c'est avec pas ce vrai. maillot. On s'en fout Bossofa, de c'est Benatia. fini. Je m'en fous de Ahmadi, c'est Benatia. fini. Oui, c'est pas grave. Enfin, Attends, oui, je vais dire un peu plus Dirar, grave. ça va être très rapidement fini. Sur ce Boutaïeb, match, c'est ça pas va grave. être très rapidement C'est pas fini. grave. C'est pas Non, grave. que ce soit grave. Amrabat, c'est presque fini. Donc, ne parlons pas d'avenir et parlons de cette Coupe du Monde, s'il vous plaît. Et dites-moi juste une chose très simple. Comment vous vous positionnez sur ce fameux débat? Alors, il y a deux extrêmes, en fait. On va aller vite. Il y a l'extrême d'un côté qui consiste à dire le romantisme d'une défaite avec en plus ce sentiment d'injustice qui amplifie le côté un peu romantique, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, il y a la brutalité comptable de se dire on a eu 1 point en 3 matchs, on a été éliminé en 2 matchs. Comment vous, et il faut voir les choses en face et poser le doigt là où ça fait mal. Comment vous vous situez dans ce débat-là? Est-ce que vous êtes dans les premiers groupes, deuxième groupe, un petit peu un mélange des deux? Est-ce qu'on peut dire qu'on aurait voulu Fajr un peu avant, vu la qualité de son pied? Non, on peut pas dire ça. Est-ce qu'on aurait, non, on peut pas dire ça. Est-ce qu'on aurait pu parler un petit peu de Benatia et de son rôle de leader et de son impact? Enfin, est-ce que c'est des débats qu'on peut s'autoriser? Il y a des débats à ouvrir, pardon. Je trouve ça très beau quand Amine parle de cette tragédie, de cette malédiction. C'est hyper romantique, on a tous très envie d'y croire, mais ça c'est vrai pour les 2 matchs. Je suis désolée de jouer les troubles faits, mais le match face à l'Iran, le Maroc n'est pas une grande équipe. Le Maroc joue 20 minutes, après se fait bouffer par le bourbier de l'anti-jeu iranien, est complètement à la ramasse. Et on réagit pas, on réagit pas sur le banc, on réagit pas sur le terrain. Les joueurs ne sont pas à leur place, et je ne vais même pas parler du but, du malheureux but qui là pour le coup est vraiment tragique, mais tout le match, je suis désolé, le Maroc. Fatem, moi j'ai encore un plus loin que toi. Le Maroc n'est pas une grande équipe sur les 3 matchs. C'est-à-dire que le Portugal nous laisse, on va faire match par match. Sur l'Iran, ta lecture est parfaite. On joue 20 minutes et ensuite, effectivement, on est pris. On ne court même plus après. On est englué dans ce bourbier-là. Il n'y a pas de problème. Sur l'Iran, et d'ailleurs, Kéroche fait une lecture du match qui est très très juste à la fin. C'est qu'il avait prévu le match pendant les 90 minutes. Effectivement, on s'embourbe. C'est le terme idoine. C'est parfait, c'est vraiment ce qu'il faut dire. On s'embourbe, on n'en sort pas. Et par la suite, le but de Bouadouz contre nos camps est limite anecdotique, comme le dernier but espagnol. Complètement, il est anecdotique. Après, contre le Portugal, on peut aussi postuler que Ronaldo met ce but à la 4e minute très précisément, et que par la suite, on nous laisse le ballon et on n'en fait pas grand-chose. On n'en fait pas grand-chose, mais on montre de l'envie. Oui, on l'a montré sur les 3 matchs. Mais on manque de réalisme. Maintenant, sur l'Espagne, on n'a pas été grandiose non plus. C'est-à-dire qu'on a très clairement une équipe hyper technique, hyper mobile. Ouh là là. Ah oui, non. Je parle des Espagnols. Ah, en face. Ah, d'accord, je pensais que tu parlais du Maroc. Ah non, pas du tout. Moi, je parle non, mais en face de nous. Les stats du match sont catastrophiques. Bien sûr, on a 80-20 en termes de possession, mais au-delà de la possession, c'est que on voit bien que très clairement la maîtrise du jeu est espagnole. C'est-à-dire quand tu vois les. Non mais Amine, non mais on avait suffisamment. Non mais c'est bon, on a compris. Non, tu as rien compris. Tu peux pas faire de tunnel comme ça. Je suis désolé. Non, c'est pas un tunnel. Tu peux pas. Si c'est un tunnel. Tu sais pas ce que je veux dire à la fin. Non mais je sais pas, mais c'est pas très grave parce que tu vas le dire plus tard. Tu ne peux pas nous dire qu'on n'est pas une grande équipe. On n'avait pas besoin d'une grande équipe pour mettre en échec l'Iran. Si on avait mis en échec l'Iran, on était qualifiable aujourd'hui. C'est tout ce qu'on demandait, et de vivre 90 minutes en position qualifiable. On n'est pas une grande équipe. Mais on n'a pas besoin d'être une grande équipe. Non mais on n'a pas besoin. On n'est pas une grande équipe. On n'a pas besoin d'avoir été une grande équipe pour battre l'Iran. La preuve que si faire ne serait-ce qu'un 0-0. Tu fais même pas 0-0, tu perds. Donc il t'aurait fallu être une grande équipe pour battre l'Iran. Exactement. Il t'aurait fallu. Tu poses un point. Ce que tu dis est un peu vrai. On n'a pas besoin. Et on a fait match contre l'Espagne. Faux. Ce qu'il dit est faux. C'est pas vrai. Il aurait fallu être une grande équipe pour battre cette équipe d'Iran. Parce que cette équipe d'Iran finit justement avec une victoire contre le Maroc et un match nul avec un péno raté. Et un match nul contre le Portugal. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tellement sous-estimé cette équipe d'Iran. Personne ne l'a sous-estimé. Il faut arrêter de dire ça. Mais bien sûr, quand on commence à être c'est pas vrai. Que les médias la sous-estiment, c'est une chose. Personne dans le groupe ne l'a sous-estimé. Mais je suis désolée, dans le groupe, fallait pas la sous-estimer. Fallait pas, mais on l'a fait. Je pense pas. Quand on commence la Coupe du Monde, on était persuadé qu'on allait battre l'Iran. Tout le monde était là. Non. On bat l'Iran, ensuite on fait match contre le Portugal. Nous,
Et les médias, et les commentateurs, et ce on est un peu médias et commentateurs. On peut repasser le podcast. Et il y a un monde entre dire il faut battre l'Iran parce que c'est l'équipe qui est à notre portée. On peut pas non plus rentrer contre l'Iran en disant on va perdre. Et il y a un monde entre dire on va battre l'Iran et il faut battre l'Iran. Il faut battre l'Iran. Tu veux faire une Coupe du Monde. Tu peux pas rentrer en Coupe du Monde en l'équipe du chapeau 3 en te disant moi cette équipe-là je vais la mettre dans ma poche. Ou bien il faut absolument que ce serait un exploit de la battre. C'était pas un exploit de battre l'Iran. D'ailleurs, si on n'avait pas eu ce coup du sort de Bouhed 12, on aurait eu un 0-0. Et non mais excuse-moi. Non mais ce n'est pas. Revois le match contre l'Iran. On n'a pas une occasion franche à part les 15 premières minutes. Ouais, l'Iran en a une. L'Iran en a une. L'Iran au-delà du but, on a l'Iran n'a pas tiré une fois mais l'Iran face à Mounir qui fait un arrêt. Une occasion. Oui, voilà. Mais c'est en première mi-temps. Une occasion. C'est en première. Et qu'est-ce qu'on a nous? Rien. Honnêtement, donc fatalement l'Iran était meilleur que nous. Mais parce que tu as loupé ton match. On dit pas. Mais parce que tu n'écoutes pas. On te dit pas. Ce n'est pas une malédiction romantique. Oui, tout exactement. Tu as fait un mauvais match. Malédiction romantique sur l'ensemble de la compétition. Parce qu'effectivement les pénaltys non sifflés contre le Portugal. Oui, mais attends. On parlera des pénaltys après. Mais comment tu te positionnes dans ce débat? Moi, franchement, par rapport, je reste tout de même sur le match de l'Iran. Les 20 minutes, elle a raison un peu Fatem quand elle dit 20 premières bonnes minutes. Après, moi, je faisais un peu la fixation à chaque fois qu'il y avait un gros plan qui se faisait sur Renard et honnêtement il y avait rien de bon à voir dessus quoi. Donc on voyait beaucoup de doutes et ce que j'avais dit d'ailleurs c'est que en soi moi si j'étais un joueur et que j'étais sur la pelouse et que je voyais la tête de mon coach comme ça, est-ce que ça me donnerait envie de continuer? La réponse est non clairement. Donc ce qui paraissait dans cette équipe dans son ensemble, staff et joueurs y compris, elle manquait clairement d'expérience sur ce type de compétition. Et quand on a un coach qui manque de confiance, et ça il faut oser le dire aussi, qui se lisait sur son visage pas une fois, pas deux, je pense pas qu'on peut attendre grand-chose. Donc on dit, non mais je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas dit battre l'Iran serait facile, mais si on avait fait un bon match, excuse-moi, on aurait gagné. Il y a eu de la mauvaise lecture. En tout cas, on n'aurait pas perdu, parce que globalement, quand tu regardes le coaching. Mais c'est ce qu'il cherchait aussi. Excuse-moi, de par les changements qui ont été effectués par Renard pendant les 15 dernières minutes, je pense que lui-même, au fond de lui, cherchait le nul. Ouais, l'entrée de Dacosta était ça. Malheureusement, le but de Bouhed qui vient. Mais on était le Maroc de l'Iran, tout comme l'Iran était notre Iran. C'est-à-dire qu'au début, quand on la compétition, il faut battre l'Iran, tout comme l'Iran doit battre le Maroc pour aller loin. Sauf que c'est l'Iran qui mène son match. Voilà, je suis désolé. C'est un premier match de Coupe du Monde. On est dans les tout premiers jours de la compétition. C'est deux équipes qui doivent gagner ces matchs-là pour se faire une place dans un groupe ultra difficile. Le Maroc passe à côté de son match. Je dis pas que l'Iran le réussit, non, le Maroc passe à côté de son match. Le Maroc passe à côté de son match. Sur le terrain et sur le banc. J'ai parlé avec pas mal de monde dans l'entourage un petit peu de l'équipe, etc. Personne n'estimait que ça allait être facile de battre l'Iran. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles cette paralysie a eu lieu après les 20 premières minutes, c'est que quand ça n'est pas passé, quand ils ont pris la mesure de leur adversaire, ils se sont retrouvés complètement sans solution. Et à aucun moment, il y a eu un complexe de supériorité. Et même quand on a eu ce complexe d'infériorité, c'est là où on a élevé notre niveau de jeu contre les deux équipes supposées plus fortes, où finalement, avec nos limites techniques, nos limites tactiques, nos joueurs qui sont pas à leur poste, manque de bande touche. Manque de bande, exactement, manque de bande touche. Et un manque cruel de réalisme face au but. Voilà. Et avec tout ça, je m'excuse. Avec tout ça, je m'excuse. Mais tu as fait un match que je trouve plutôt réussi contre le Portugal. Tu perds parce qu'ils sont globalement plus forts que nous. Et tu mènes 2 fois au score contre l'Espagne. Tu finis 2-2 à la 92e ou 95e minute. Je veux dire, c'est quand même. Après, on va parler de cette histoire d'injustice. Mais sur ce match d'aujourd'hui, il me donne encore plus de regrets sur ces 3 matchs. Voilà, moi le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est le regret. C'est le regret, c'est la frustration, c'est beaucoup plus ça que de se dire on a été arrogant sur l'Iran. Personne n'a été arrogant. Mais personne ne parle d'arrogance sur l'Iran. Il y a peut-être de l'excès de zèle, Reda. On parle de supporters, moi encore une fois je parle des supporters. Mais ils disent ce qu'ils veulent, les supporters. Voilà. Les supporters, moi, le Raja joue contre le Bayern, je pense qu'on va gagner. C'est mon droit. Tout le monde. On a presque gagné. Mais moi, le Maroc joue le Brésil, je pense qu'on va gagner. Tu t'énerves là. On va se calmer, les Rajaouis. On parle de Coupe du Monde, on va se détendre. Non, mais tu as raison, Reda, sur un point. Enfin, tu as raison à moitié. Tu prends l'avion pour aller en Russie, c'est pas pour espérer perdre, quand même. Mais bien sûr que laissez les gens y croire. Mais personne n'empêche qui que ce soit d'y croire. Je dis juste qu'aujourd'hui, nous partions avec la certitude, tout comme les Iraniens, de battre l'Iran et de faire autre chose par la suite. Je vais enlever le terme miracle que tu n'aimes pas. Je parle même de certitude.
Pas certitude, obligation. C'est pas pareil. Mais bien Ah, sûr. les mots, ils ont un poids. mais C'est pas c'est une ça, en fait, certitude. je suis d'accord avec Les Iraniens l'avaient aussi, mesdames, messieurs. Jusqu'à la fin, ce sont les Iraniens qui ont gagné. Mais ce que je dis juste que par là, voilà, c'est quand on commence la Coupe du Monde, on part avec la quasi-certitude ou l'envie certaine de battre ces tyrans-là. Bah, ça n'est pas arrivé. Mais l'envie, c'est Effectivement. normal. Ça Bien serait sûr, très grave qu'on je ne dis aille. pas le contraire. Mais le fait est Tu qu'aujourd'hui, casses ta tirelire. on n'a pas été la meilleure équipe du groupe. On n'a pas été la meilleure du groupe. On n'a pas été très bon contre l'Iran. On a été bon contre le Portugal, mais de manière stérile. On a été bon contre l'Espagne. Et ça ne servait à rien, finalement. Bon, on va faire une pause et on revient tout de suite. Vous êtes sur Fréquence Foot. Bonsoir, en direct sur Fréquence Foot et 6e édition de Radio Ma'alif, votre radio de podcast. Et on est libre sur le web avec moi, Fatim Lahiachi, Amin Rahmouni évidemment, et Maha Nabil pour parler de ce match. Alors, tout de suite, il faut attaquer cette affaire-là parce que tout le monde en a gros sur la patate. A-t-on été volé par l'arbitre ? Exprimez-vous. Je crois que pas mal de nos concitoyens sont assez d'accord sur ce que ferait le métier de la maman de l'arbitre. Mais je sais pas, oui, forcément. Enfin, sur ce dernier match, il y a vraiment des choses aberrantes. Les histoires de vidéos sont assez scandaleuses. D'ailleurs, notre super-héros Amrabat le dit sans mâcher ses mots. Et il va devenir un gif pour le monde entier. Oui, je pense. Je pense qu'il a résumé. Sa vidéo est assez géniale. Il a atteint un statut mythologique. Mais oui. C'est un héros. Donc pour toi, volé par l'arbitre. Mais pas que, non, non, mais par contre, je refuse de dire que ce n'est que ça. Ouais, moi je pense qu'on a été clairement pas volé par l'arbitre sur le premier match, mais on l'a été définitivement et scandaleusement sur les deux qui ont suivi. Les actions sont nettes, les actions sont claires. Je pense très clairement. Tu parles de quoi là, du deuxième ou du troisième match ? Deuxième et troisième match. Il faut D'accord. écouter ce que je dis, mon ami Rada El-Lali. Merci. Je pense que contre le Portugal, effectivement, nous méritons N'oublie jamais bien de se mieux. moquer la clé du studio. Oui, ben je le sais bien, mais bon après, je me dis que je suis ton On va ami. pas se retrouver au milieu de de vos guerres intestines. Je trouve que mon ami Hussein sur les réseaux sociaux a très bien décrit. Rada El-Lali est Moul Ballon. Pour Voilà. ceux qui ne le comprennent pas très bien, Moul Ballon est titulaire du ballon. Ouais. Et dans les quartiers, lorsque le Vas-y, ballon, vas-y, l'arbitre, quand tu n'as pas le ballon, il faut l'expliquer. Quand tu n'as pas le ballon, Ah, tu peux pas jouer. Voilà. Donc, Voilà. le ballon. Donc autant on l'a pas été sur le premier match, autant on l'a été clairement sur le second Et le troisième. surtout sur le troisième. Oh, les deux se valent, Fatim, les deux se valent. Donc effectivement, il y a des regrets à avoir à ce niveau-là. Mais après, ce serait l'Uchronie de refaire l'histoire. Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est le côté chronophage de la chose qui effectivement. m'embête. Donc, Ouais. ce qui est Maha, fait. l'arbitrage. Oui. Écoute, j'ai pas envie d'avaler de la couleur, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que si ce but marqué et enfin comptabilisé, qui était marqué par Cristiano à la 4e minute, n'avait pas été comptabilisé, quand on regarde très bien la vidéo, on voit l'action de Pépé qui gêne et qui est un peu, bon, voilà. Enfin, non, pas qui gêne. Qui fait une charge scandaleuse. J'ai envie de Botey. rester gentil. Non. Pour qu'on ne prenne pas pour une populiste. Non, tu peux aller, le principe même du podcast, c'est tu peux monter, Voilà. tu peux gravir la montagne, personne t'en voudra. Je pense que ça aurait changé l'enchaînement de tout le match, parce que on sait pertinemment que notre esprit, nous Marocains de façon générale, et ça l'histoire le prouve, on est assez castré, on est vite castré quand on reçoit un but. Ça de 1. Bon, ça par rapport au premier match. Les pénaux non sifflés aussi pour le match du Portugal. On en revient à celui d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut juste, on dit au royaume des aveugles, les bornes seront rois. Lui, il est plus qu'un roi, l'arbitre, sur les pénaux non sifflés aujourd'hui encore contre l'Espagne. Il n'y a pas eu de pénaux, il y a eu surtout des fautes dans la surface, des actions litigieuses. La main à la surface, elle était. Elle est extérieure, celle de Piqué est extérieure. Faute. Ouais, une belle faute, oui, bien placée. On est à 19-20 mètres. Pas sifflé. L'utilisation de la VAR, comme on dit, donc pour le deuxième but, et nous non utilisation. Donc c'est pas du tout fait pour les Marocains. Mais c'est un but qui est tout à fait valable. Il n'y a pas de problème. Okay. Il n'y a pas de problème à une condition. C'est que de base, lui, il a demandé à ce que le corner soit tiré du côté gauche. Le corner, il a été tiré du flanc blanc. Par contre, ça, je pose la question très, très sincèrement. J'ai été chercher tout à l'heure à la fin du match, c'est parce que j'ai un peu tardé, les textes de loi. Je ne sais pas si effectivement, une fois que le corner sifflé, je crois que la nouvelle loi le permet de le tirer du côté où on veut. Faudra chercher. Moi, je vais vous mettre d'accord. Fini. Après la liste, dis-nous la conclusion de la liste. C'est de quoi, excuse-moi. Là, tu as fait une liste de moments un peu litigieux qui basculent toujours du côté et moi, c'est que de espagnol. La frustration. Mais de ça, tu en tires quoi ? Tu en tires l'impression qu'il y avait
un arbitre orienté, quelque chose. Arbitre orienté et manque d'expérience, encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que je pense que si on avait un arbitre et un capitaine qui a le même élan que celui des Espagnols ou des Portugais, si, ils réclamaient à chaque fois que... Et ça, on l'a vu dans pas mal d'équipes, ils réclamaient la VAR, ils arrivaient... Nous, très bon à ce niveau-là. On n'a pas de charisme, il faut oser non, le dire. Je suis pas d'accord. Nos joueurs, ils savent râler, ils savent gueuler, ils savent sortir tu sais, Maha, si je pense que le charisme, c'est pas une question de charisme. Moi, je pense que c'est là. Et d'ailleurs, mon ami Fatem, fan de la Juve, connaît bien ce phénomène. C'est ce qu'on appelle la soumission psychologique aux grandes équipes. C'est-à-dire que quand tu tournes la tête, que tu as Bossofa et de l'autre côté tu as Ronaldo, s'il y en a un, si tu as un doute, tu vas plutôt, voilà, tu connais ce sentiment. Juste, tu changes de camp là, tu le découvres de l'autre côté. Non, mais juste sur cette histoire d'injustice avec l'arbitre, précision, comme Benatia joue à la Juve, on est bien d'accord. On arrive sur Benatia. Voilà. Donc on va reparler de lui après, mais ces histoires d'injustice, je trouve que face au Portugal, effectivement, il y a une erreur ou une injustice d'arbitrage. Est-ce que l'arbitre était contre nous? Pas. Toujours est-il, je trouve que ça n'a pas impacté tant que ça le moral des joueurs. Les occasions, il y en a eu. On se prend un but à la 4e minute, mais les mecs, ils y vont. Il y a des occasions. Ouais, moi, ce qui me dérange, ce qui me dérange, je peux lui répondre. Benatia, je suis pas d'accord. Sur le, non, je suis pas d'accord. Autant je trouve que sur le match d'aujourd'hui, factuellement, Fatem, sur le match du Portugal, il n'y avait pas de concentration. Le problème, c'est qu'on se concentre beaucoup sur les fautes flagrantes, à savoir les mains près de la surface et les pénaux. Après, tu as les faits de jeu qui peuvent aussi casser beaucoup les choses. Benatia, à un certain moment, sur le match contre le Portugal, il y a 3-4 fautes contre nous qui ne sont pas sifflées ou du moins pas cartonnées. Elles sont même pas sifflées, je vois très bien de quoi tu parles. Ou même pas cartonnées. À un certain moment, Benatia a fait une faute sur Ronaldo la seconde. C'est Ronaldo. Voilà, c'est Ronaldo, comme tu dis. Mais c'est ce que tu dis, oui, en effet. L'arbitre vient et met un jaune. Et on sait très bien, et d'ailleurs ça a été fait sur le premier match, il me semble, avec Ahmadi. Quand un défenseur en milieu défensif prend un carton en tout début de match, ça annihile, on s'est bien compris. Donc ça le casse dans son élan défensif, on va dire. C'est que par la suite, tu sais que tu es psychologiquement, tu tributes un carton. T'es castré. J'avais pas envie de dire ce mot-là, mais t'es vraiment castré. Mais il y a autre chose. Je finis. Sur ce match-là aujourd'hui, il faut rappeler qu'on prend 4 jaunes en 10 minutes, entre la 21e et la 31e, sachant que 2 minutes avant, il y a quand même Piqué qui fait un tac sur Boutayeb, 2 pieds décollés, qui aurait mérité au moins un jaune, au moins un rouge et 2 jours de prison. Donc effectivement, à ce niveau, Nafida. Par exemple, Nafida ou pas, ça dépendra de l'avocat. Voilà. Donc globalement, effectivement, quand t'as aujourd'hui, non mais sérieusement, parce qu'aujourd'hui tout se joue. Nafida, c'est ferme, c'est pas la fenêtre. C'est ferme. Merci à tes précisions. Voilà. Donc globalement aujourd'hui, quand tu as une gestion psychologique aussi foireuse d'un arbitre, ça joue sur l'ensemble du match. Ouais, mais c'est ce que je dis. C'est très important. C'est ce que je dis. Ça a eu plus d'impact aujourd'hui. Comme les deux matchs, je trouve qu'aujourd'hui c'était encore. Portugal. Je trouve ça encore pire aujourd'hui que donc on a ce côté contre le Portugal. Mais après. Ce que dit Reda sur l'ascendant psychologique et la soumission psychologique. Ça se dit en italien quand on parle de la Juve. Parce que juste pour répondre à ça, mais il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison. Fatem, tu peux pas défendre la défense. Non, moi je vais. Est-ce qu'on n'a pas moi j'étais plus dérangé aujourd'hui contre le Portugal parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment senti et c'est rare. Voilà, Hagara, c'est-à-dire que j'ai senti qu'il allait appuyer toujours du même côté et un petit peu, comment dire, j'ai l'impression qu'on l'a également agacé. C'est-à-dire que la FIFA, c'est un organisme tout puissant qui n'a rien de démocratique, ni de sympathique, ni de et qui ne prétend pas l'être. Voilà, qui ne prétend pas l'être, mais qui en même temps, quand toute la communication d'Hervé Renard se fait sur l'arbitrage, quand on arrive chargé au bout de la deuxième entre guillemets injustice à entourer l'arbitre et à le gesticuler autour de lui, j'ai pas l'impression qu'on se mette dans les meilleures conditions pour avoir des amis. Voilà, clairement, je pense que l'attitude de Bossofa alors moi je comprends Hervé Renard, il en a grosso la patate, il est comme nous, mais il a jamais parlé de son coaching, il a jamais parlé de l'état de forme de ses joueurs, il a jamais parlé d'autre chose que d'arbitrage. Je sais pas, je suis pas convaincu au niveau politique, je parle au niveau diplomatie / politique, tout ça. Je suis pas convaincu que quand tu charges tes joueurs comme ça émotionnellement, tu es une coach, c'est ça?
Oui. Alors je l'étais. explique-nous ce que tu penses de ça, quoi. Ce que je pense, c'est que de base, en fait, quand tu parles un peu avec ton équipe de façon générale, il faut jamais être dans le négatif. Au contraire, il faut avoir une écoute active, faire une sorte de brainstorming, ce que je disais tout à l'heure, et laisser les gens dégager toutes les ondes, enfin tout ce qui est négatif en elles, pour justement aller chercher le positif derrière, et que ça vienne d'eux. Donc, il faut impliquer les gens dans la décision à prendre. Un bon coach, c'est ça. Il ne donne jamais des directives. Mais il faut que dans des situations aussi critiques, on va dire, il faut que les décisions émanent de ton équipe pour qu'elles soient impliquées. Parce que l'implication, c'est quelque chose de super important. Quand on va venir sur nos grands airs et on va commencer à imposer une décision quelconque, ça ne marchera jamais. Bon. Et sur un effet de groupe, encore moins. Avec un Ben Ataya, on va en discuter tout à l'heure, qui est sorti avec sa déclaration après le match du Portugal. Je pense pas que ça aurait donné du résultat. Après, moi, je reste une partisane du partage et de l'implication des uns et des autres pour pouvoir avancer. Nul n'a une science infuse, au contraire. Bon, c'était la minute la plus sérieuse de l'histoire des 6 podcasts. Merci. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de monde de l'autre côté des ondes. Mais c'est beau, tant de sagesse et de lucidité. Au revoir. Alors, en un mot, je vous donne 3 mots chacun pour parler du VAR. Pourquoi mon premier? Parce que tu es le plus synthétique. Je sais très bien que tu fais en général des phrases courtes. Ouais, non, même pas. Comment il a dit Amrabat? Bullshit. Merci. Fatem? S'il y avait eu le VAR, on n'aurait jamais eu ce but sublime de Maradona. Donc moi, voilà. Pas mal. Bullshit. Bon, Voilà. Écoute, Par contre, j'aimerais revenir sur. Moi, je vais aller plus loin. Moi, je pense que cette histoire qui est censée diminuer l'injustice ne fait que l'aggraver, et que les débats ont été amplifiés. Au lieu de parler de l'arbitrage, on parle de pourquoi le VAR, pas pourquoi le VAR, quand le VAR, contre qui le VAR, à quel moment le VAR. Cette chose est une infamie. Le moment du but refusé, réaccordé, comme dans le penalty saoudien de l'après-midi, pour moi, c'est la fin du foot. Voilà, j'ai horreur de ça, mais de toute mon âme. Mais d'un point de vue aussi purement symbolique, je trouve ça d'une tristesse qu'un match, ça se joue dans un stade, il y a 22 mecs sur un terrain, il y a des supporters, il y a une ferveur. Et là, tu as des types dans un bus blindé dans une rue à Moscou je trouve cette froideur et cette... je sais pas. Parce qu'apparemment, il faut rendre justice au football, alors comme s'il y avait une justice dans la vie. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un outil j'aimerais revenir. J'aimerais rendre pour amplifier la domination des puissants. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une telle, comment dire, je cherche un mot. Il y a pas injustice, mais arbitraire. Il y a un tel arbitraire, même racine que arbitrage. Il y a un tel arbitraire dans le déclenchement de cette procédure que tu rajoutes la main. Avant tu avais un arbitre qui avait la main sur tout, parce qu'elle est éminemment... là tu as l'arbitre et tu as une deuxième main pour corriger et je suis pas convaincu que cette possibilité de correction se fasse au profit de la justice. En tout cas, c'est pas l'impression qu'on a sur cette première semaine. Non, et puis surtout on nous a vendu que la technologie allait régler des problèmes éminemment humains, alors qu'en fait c'est une décision humaine. C'est une décision humaine. Ça reste une décision humaine de mec derrière un écran. Maintenant, j'aimerais juste tout à l'heure Reda soulever un point et avec je suis pas d'accord, j'aimerais relever. Quand il parle de Renard, qui parle pas de ses choix tactiques, mais seulement je parle de cette Coupe du Monde. Oui, bien sûr. On a fait beaucoup sur l'arbitrage. Pas de choix tactiques, mais seulement des erreurs arbitrales. Je suis désolé. Si on veut creuser la chose, pour moi, Renard s'est trompé le premier match contre l'Iran. Mais par la suite, effectivement, je pense qu'on peut mieux mettre en lumière les erreurs arbitrales que les erreurs tactiques, que ses choix à lui, parce que je trouve pas qu'il ait été défaillant ni contre le Portugal et moins encore contre l'Espagne. Je trouve effectivement contre l'Iran, en répondant à une sorte de frénésie populaire qui réclamait Harit Kabi, on va pas rentrer dans les détails. Là, effectivement, il a pu se tromper. Mais par la suite, par la suite, il remet son équipe type qui tourne plus ou moins bien. On domine contre le Portugal. On n'arrive pas à concrétiser parce qu'on sait que c'est un mal qui est endémique chez nous, qui est celui de l'avant-centre. Et par la suite, contre l'Espagne, on voit bien qu'on a été très très bon, même tactiquement, contre une équipe effectivement très technique et mobile. Maintenant, je suis désolé, aujourd'hui, quand on met les deux dans la balance, je trouve très sincèrement, et ça n'engage que moi, que les erreurs arbitrales ont très largement, mais quand je dis très largement, c'est avec un grand T, pris le dessus sur éventuellement d'éventuelles défaillances tactiques de Renard. Alors juste un point, tu parles du coaching et tu évacues rapidement le premier match en disant la pression populaire a imposé le Kaby, etc. Je parle du 11 de départ. Le coaching de Renard sur ce match, il est catastrophique. Oui. Laisse-moi finir. Il fait rentrer Dacosta pour garder le 0-0, on perd 1-0. Il fait rentrer Sofiane Amrabat qui cause la faute et Bouhed 12 qui marque le but. Donc globalement, on n'a pas besoin d'être très puissant dans les analyses, même lui le sait d'ailleurs, c'est une des raisons. Ça s'est vu sur son visage. Voilà, exactement. D'ailleurs, il a pris un coup sur la tête. Donc, excuse-moi. Donc, ne me dis pas
le deuxième et le troisième match. Non, mais je suis désolé, c'est le premier et le premier. Non, mais oui, il y a eu un mauvais coaching. Ça veut pas dire qu'il faut se séparer de lui. Je ne dis pas à aucun moment, je ne dis qu'il n'a pas fait d'erreur de coaching sur le premier match. Je dis que sur le deuxième et troisième, ce qui a été prégnant, ce sont les erreurs arbitrales davantage que le coaching. Je ne parle pas du premier match, Reda. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Écoute, moi je pense que tu as tort parce que je pense sincèrement sincèrement que. Je pense aussi que tu adores aussi. Non, mais je pense sincèrement que les changements sur le premier match ont été très mauvais. Et je suis convaincu que tout a été mauvais sur le premier match, Reda. Même le 11 de départ le 11 qui est aligné sur la pelouse de départ. Personne ne dit contraire. Personne ne dit contraire. Je parle juste sur le deuxième, troisième, les erreurs arbitrales ont été davantage visibles que les erreurs de coaching. Évidemment. Deuxième et troisième. Mais là, on est d'accord. Pas du premier. Mais après, si vous voulez reparler de la communication de Renard et du fait qu'il ne parle que de ça, moi je trouve que dans l'ensemble, la communication de l'équipe nationale n'a pas été au niveau des attentes des supporters. Super thème, on fait une pause et on revient dessus. Vous écoutez Radio Ma'arif. Bonsoir les amis, c'est la dernière partie de ce Fréquence Foot. Et Fatem, juste avant la pause, nous a parlé de la communication de l'équipe nationale, nous a parlé des défaillances, elle a évoqué ça, on a déjà parlé de ce thème-là, mais là il devient de plus en plus important parce qu'il y a une histoire qui est incroyable, qui est très rare, notre capitaine n'a pas joué, la personne qui était sur toutes les feuilles de match depuis des années, le capitaine d'équipe qui a une déclaration qu'on va pas répéter, on l'a abondamment commenté, n'était pas sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? J'en pense quoi ? J'en pense que Ataya n'a pas été là, que Bark Bossoff a parfaitement rempli son rôle de capitaine, il me semble, du moins sur le terrain, quand il fallait réclamer ce qu'il avait réclamé. Et que défensivement, très honnêtement, j'ai pas vu une grande différence entre une paire Ben Ataya Seiss ou Ben Ataya Da Costa et la paire elle marchait bien la Seiss. paire d'aujourd'hui. Voilà. Donc vous êtes en train de me dire tranquillou, quoi, que le seul mec qui joue dans une ligue majeure, dans un club majeur, il joue, et fais-moi confiance. Il joue, je reconnais, c'est même pas moi qui ai besoin de le dire, c'est le palmarès de ce club-là et le fait qu'il ait réussi à faire une place dans un environnement terrible en termes de concurrence, que ce bonhomme-là, donc on peut s'en passer, que c'est presque mieux, tranquillou. Quoi. Alors qu'est-ce qui va pas avec Blatter ? Non, moi j'ai pas dit ça. Amine a l'air de ça. Moi je dis pas qu'on peut s'en passer. Je dis que ça allait très bien ce soir. Mais moi, ce que je trouve assez dommage et très décevant de la part de ce joueur que j'estime énormément par ailleurs et que je trouve excellent, il n'était pas du tout dans son rôle de capitaine, que ce soit au moment de cette déclaration, de cette gastro du jour auquel personne ne croit, bien entendu. Je trouve qu'il n'a pas eu une latitude d'un capitaine, donc il l'a eu au début avec des vidéos sur Instagram. En effet, il y avait des stories hyper fédératrices. Mais c'est des joueurs de foot, pas des blogueurs, donc on attend. Donc pas au niveau du leader, c'est ça ce que tu dis ? Ouais, mais puis surtout, en fait, dans le fond et dans la forme, non, c'est pas ça un leader. C'est pas ça un leader d'une équipe qui a de grandes ambitions, d'une équipe qui a fait ses preuves dernièrement. C'est pas ce qu'on attend de lui, non. Aujourd'hui, clairement, moi, comme je te disais tout à l'heure, honnêtement, j'ai pas senti son absence. On avait une défense plus ou moins plus solide que sur les 2 premiers matchs. Au-delà de l'impact de son absence, comment l'expliquer ? C'est-à-dire qu'elle n'ait pas eu d'impact, au contraire, on a fait le meilleur match en tout cas en termes de score des 3, soit. Mais comment expliquer qu'on soit passé de lui lors du dernier match ? Est-ce qu'il y a eu un clash ? Apparemment, il était à l'entraînement, enfin il était à l'échauffement. Il était à l'échauffement. Voilà, c'est une décision de Renard, c'est un claquage de porte, c'est quoi à votre avis ? On ne sait pas, on suppute là. Je pense pas que ce soit un claquage de porte, on n'en est pas là, ça m'étonnerait en tout cas, moi personnellement. Ceci dit, je pense que sa déclaration après le match du Portugal le tiendra en échec sur les matchs à venir et mettra même en doute et en question sa continuité dans cette équipe nationale. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, Ben Ataya, j'aime le répéter parce que plutôt que de faire l'analyse, on va déjà rappeler les faits. En mars 2017, c'est-à-dire que c'est pas au Moyen-Âge, c'était il y a 15 mois, il avait claqué la porte de l'équipe nationale en expliquant qu'il voulait plus jouer pour se consacrer à son club. C'est vrai. Personne n'en avait été plus ému que ça, y compris au niveau du staff, et il était revenu tranquillou reprendre sa place parce qu'il avait changé d'avis. Voilà. Pour moi, ça te disqualifie pour un brassard. Je suis désolé, c'est juste mon opinion. Pourtant, il l'a gardé. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, je vais vous donner une autre information qu'Hervé Renard c'est pas un patron, quoi. adore Mehdi Ben Ataya parce qu'Hervé Renard, il a fait qu'un seul match de Ligue 1 au niveau professionnel ou 2, enfin très peu, et il a une énorme admiration pour les joueurs qui sont imposés dans cet environnement. Il adore Mehdi Ben Ataya. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il le mette sur le banc. Il a dû se passer quelque chose de très grave parce que c'est malgré on a souvent parlé dans les médias, etc., de joueurs qui n'avaient pas le même rendement en club qu'en équipe nationale.
Eh ben oui, mais voilà, mais il avait son poids. Tu as raison, Reda. Eh ben Renard défendait toujours le joueur en partant du principe que raison. Belhanda a été champion de France, Ben Atia a été champion d'Italie et compagnie. Voilà. Et là, sans passer comme ça, il a dû se passer quelque chose de très grave. Il a dû avoir une déception terrible. Je sais pas, on le saura sûrement dans les jours qui viennent. Si on revoit Mehdi, d'ailleurs, voilà. Mais je pense qu'il y avait une grosse erreur de casting sur la capacité de ce joueur-là à s'intéresser aux autres. Parce que pour moi, pour être un leader, faut augmenter le niveau de tout le monde. Voilà, faut s'intéresser à ce qui se passe autour de toi et pas être obsédé par régler tes comptes et tes performances individuelles. Mais ne nous voilons pas la face, Reda. Je pense pas qu'un jour ce mec, il a eu une seule fois ce profil de leader. Hein. Mehdi Ben Atia. Dans ce cas, c'est une erreur de lui avoir donné ce brassard. Pas du tout. Voilà. C'est une erreur de casting, tout simplement. Mais je pense qu'il finira lui-même par dire ce qui s'est passé. Hein, qu'on quid un peu ce qui s'était passé avec Daniel Riolo. Riolo. Il n'a pas su tenir sa langue. Hein, et il a éclaté, façon, il a insulté de tous les noms. C'est pas quelqu'un qui sait se retenir. Donc, si c'est pas un communiqué officiel de la fédération qui tombera, certainement lui, encore une fois, sur les Instagram, les machins, il finira par balancer la sauce, quoi. Donc, bon, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup. Enfin, c'est quelque chose que j'ai rarement vu comme ça, une démission / éviction en cours de compétition. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, Amine? Tu as déjà eu des cas comme ça? Non, honnêtement, non, de mémoire, non. Mais maintenant, Sampaoli aussi. Oui, effectivement, Sampaoli en Argentine. Mais tout à l'heure, Fatih me disait que j'avais dit qu'on pouvait s'en passer. Non, j'ai pas dit ça. Mais par rapport à ce qui vient de se dire, oui. On est beaucoup à rejoindre ce que tu dis. En fait. Non, mais à aucun moment je dis non, j'ai pas dit qu'on pouvait s'en passer. Il faut faire le podcast du podcast en fait. Ça, on fait un podcast avec Amine. Ensuite le podcast nous explique ce qu'il a dit lors du premier podcast. Non, plus sérieusement, je dis que Nater, on l'a pas vu, on l'a pas vu, on l'a pas senti son absence d'un point de vue footballistique pur. Oui, mais parce que la défense, le duo de défense était bon. Et comment il s'appelle et Bossofa a rempli son rôle de capitaine sur le terrain. Maintenant, après tout ce qui a été dit, je pense que je peux être catégorique maintenant, tu as raison. Je pense qu'on peut véritablement s'en passer. Voilà, c'était ça ma conclusion. J'avais pas pensé au début, je le regrette bien. Comme quoi la prise de recul, c'est important. Effectivement, la prise de recul est importante. Je pense qu'on peut véritablement s'en passer. Et on a eu une discussion, je le répète, même si on en a parlé au podcast précédent avec Reda hors antenne. Je pense véritablement que Ben Atia est un mauvais capitaine d'équipe, tout simplement. C'est peut-être un bon footballeur, parce que je pense pas qu'on puisse être plus technicien que les gens du Bayern ou de la Juventus qui mettent beaucoup de pépettes sur lui, parce que c'est beaucoup d'argent. On parle de millions d'euros, donc si le mec mis sur lui, c'est que ça doit être un bon footballeur. Maintenant, aujourd'hui, je ne connais personne qui dit que c'est un bon humain, et je ne connais encore moins de monde qui dit que c'est un bon capitaine d'équipe nationale. Donc aujourd'hui, par son père. Pardon ? À commencer par son papa. Je ne connais pas. Ouais, des histoires. Non, je les connais. La vérité, je les connais pas et à la rigueur, je m'en fous. Non, mais que Mehdi Ben Atia a un environnement familial compliqué dans lequel on n'a rien à dire parce qu'on le connaît pas. Je le comprends. Moi, je me contente de parler de ce que je vois et ce bonhomme-là. Moi, j'ai fait une interview de lui en 2013, janvier. Là où il était à Rome, parce que à ce moment-là, il était à Rome. À l'époque, il était à Rome. Et il me parlait, il avait parlé complètement en on. C'était pas du tout une partie de l'interview qui était censée rester confidentielle. Il avait parlé de ses doutes. Alors, il faut dire que c'était une partie de l'équipe, un moment de l'équipe du Maroc ténébreuse. On devait refaire l'élection du. Non, c'était. Il allait passer en Algérie ou c'était non, pas du tout. Il m'a jamais parlé d'Algérie. Non, pas du tout. Non, il parlait de l'équipe du Maroc ou rien. C'est-à-dire, mais c'était au moment où on avait l'élection du bureau fédéral avait été annulée, où on avait vu des vidéos horribles où Marwan Bennani et je ne sais qui, Boudrika, c'était. Ah oui, l'espèce de pugilat. Voilà, le Ars Koraoui. Ils avaient appelé ça Ars Koraoui, donc une fête du football de cette élection. Et il exprimait ses doutes. Ce que je pouvais comprendre à l'époque, sincèrement, parce que pour revenir, il a eu ces doutes-là qui lui ont abouti à. Il a exercé par moments une influence sur la composition de l'équipe, pas avec Renard, mais il faut être honnête, mais à d'autres moments où il a imposé des gens. Bon, voilà, globalement. On peut donner les noms. Pardon ? On peut donner les noms. L'Arabi, par exemple, qui était beaucoup soutenu par son pote et qui même le soutien allait jusqu'à faire en sorte que d'autres prétendants qui étaient à l'époque toqués à la porte de l'équipe nationale, par exemple, avaient été moins bien reçus. Mais globalement, aujourd'hui, c'est une sorte d'apothéose. Tu arrives à la Coupe du Monde, c'est le match où tu dois sauver l'honneur. Et effectivement, il a été sauvé pour moi. Et ce jour-là, tu es pas là. Et comment tu te sens quand le meilleur match de l'équipe nationale s'est fait sans toi, alors que tu te poses comme le leader technique? Comment tu te sens quand tu règles tes comptes au bout du deuxième match, comme c'est un mini Naïsna, comme la France l'a vécu, ou bien le Portugal en 86 en faisant grève. Moi, c'est vraiment le truc de Naïsna. Voilà, je sais pas, je suis très très surpris. J'ai vraiment l'impression que l'histoire va s'arrêter là. Rendre à César ce qu'a fait Ben Atia.
quand il revient pour la campagne de Il fait des qualification bons pour la matchs. Coupe du Monde, il fait de très bons matchs. Avec un bon état qui d'esprit. sont tu as effectivement un bon état d'esprit, qui sont conclus par un très beau but en Côte d'Ivoire. Ce deuxième but qui nous libère finalement, parce qu'il nous qualifie quasiment en Coupe du Monde. Voilà, mais c'est ça, ça Donc, fait c'est pour ça une que, histoire. voilà, ça fait une histoire un peu bizarre. Et ça Un fait peu surtout amère, un peu avec amère. Et qui se finit sur une Dommage. drôle c'est de un note. quoi. gâchis avec un grand G. C'est pour ça que je le répète. C'est d'être un monsieur qui a de grandes qualités footballistiques, parce que je le répète, quand tu joues à la Juventus, c'est pour arriver, pas là par t'es hasard. pas là par hasard, quoi. Tu passes 46 tests, 46 filtres. Peut-être que humainement et en termes de capitaine, c'est pas vraiment ça. Et pour moi, il restera pas dans les annales des grands capitaines passés par l'équipe nationale. Les amis, on va terminer ce podcast. Je vais vous demander une chose à chacun d'entre vous. Si vous aviez une seule baguette magique échangée, un point dans ces 3 matchs, une seule chose, dites-moi quoi? Dites-moi une chose, s'il vous plaît. Maha, à toi. Moi, franchement, la compo du premier match. Oh, elle est Et bien pour cette femme. revoir. Tu sais que c'est Fatem. exactement ce que j'allais dire. Tu vois. Ah ouais, c'est trop bien. T'as qu'un seul défaut, ta couleur. Le but de Bouhdous de l'autre Ouais, c'est côté du anecdotique, terrain. ça, c'est- Ouais. Non, ça change le score. Voilà. Amine. Très précisément ce qu'a dit Mar. Ouais. Bah, super. Mais Voilà, pas un mot on est de tous plus. d'accord. Moi, je rajoute quand même la patte de Elle est Fage formidable, cette fille. qu'on a appelé de nos voeux parce qu'on avait peu d'arguments techniques. On avait du mal à se passer d'un type qui tire aussi bien les coups de pied arrêtés. Sachant que Faisal Fage, rappelons-le, est celui qui nous a remis sur les rails alors qu'on perdait contre le Togo, Ouais, qu'on avait Togo. perdu le premier match contre la RDC et qui En passait Cannes, hein. en Cannes et qu'alors qu'il aurait jamais dû être sur le terrain, tout comme il n'a pas été dans la majeure partie de cette Coupe du Monde, et ben ce sont ces 2 coups francs sur une tête de Seyss et de Bouhdous qui nous ont remis sur les rails. Amine, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Une toute dernière phrase par rapport à toute cette littérature justement qu'a fleuri par rapport à un départ de Renard. J'aimerais vraiment qu'on sache raison garder et qu'on aille tout ce Moi, qui je s'est passé connais par cette personne de Coupe du Monde. raisonnable qui parle de départ de Renard. Ah, sincèrement. je peux te citer 400 000 noms. 400 000 noms. 400 000. Ou peut-être même juste un suffira. Mais il y a des gens Bah très, vas-y, très alors raisonnables. c'est plus facile, 400 000, j'ai pas la bande j'ai envie. passante, Voilà. mais tu peux y aller. Non, voilà. Je m'abstiendrai, mais je pense qu'il y a pas mal de gens raisonnables dans la vie qui aujourd'hui ont pensé à un certain moment qu'avec Renard, ça serait, que sans Renard, ça serait mieux qu'avec Renard. C'est de la Je les invite débilité, juste moi à aussi, revisiter j'adore. ces 5 dernières années de notre équipe, voire les 10 dernières années. Comment vous positionnez par rapport à ce débat, Ouais, mesdames? positionnez-vous, s'il vous plaît. Moi, je trouve que ça serait de l'ingratitude finie et une mémoire sélective qui est juste aberrante. Comme a dit Amine, si on fait juste un retour en arrière sur les 10 dernières années, voilà. juste avant son départ, je pense que Son arrivée, tu veux dire. on pouvait même pas parler d'osmose d'équipe. Il a réussi à construire une équipe quand même qui est assez soudée. Il a insufflé un renouveau et un esprit positif. On en est là aujourd'hui. Pour moi, il a rempli sa part du contrat, qui était une qualification pour la Coupe du Monde. Maintenant, on a trébuché dans une canne, mais on n'a pas démérité non plus. On a fait de très très beaux matchs. Le ballon n'était pas de notre côté, la chance n'a pas été de notre côté. Ce monsieur, pour moi, mérite notre respect. Et comme j'ai dit au tout début, une remise en question avec une prise de recul seront les bienvenus et qu'on le laisse faire son travail jusqu'à la canne. Et puis, on peut lui accorder un droit, celui d'avoir raté son premier match. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Mais moi, je Aujourd'hui, revendique le droit d'avoir un discours qui soit celui de dire que il y a eu des erreurs de fait sans aller jusqu'à trancher les pièces. Mais j'ai l'impression que quand tu critiques, on te dit pourquoi tu critiques, il y a pas mieux. Mais moi, j'ai envie qu'il reste. Et je pense même qu'il y a personne de mieux que lui, parce qu'il est un petit peu, il est lucide. Hein, il est pas fier de son premier match, c'est clair. Mais évidemment qu'il reste, même si toute l'équipe devrait être reconstruite, parce que globalement, on a eu beaucoup de joueurs qui, pour moi, sans qu'on lui impose cette fois-ci, feront leur dernière apparition. On parle de 4 joueurs. 4 joueurs qui ont dépassé la trentaine, donc Benatia, Bossofa, Ahmadi et Dacosta. Il y a Amrabat, je pense qu'il peut jouer jusqu'à Boutayeb à la 50 trentaine ans. aussi. Boutayeb à la trentaine. Ouais, mais Ça fait, il y a plus facile. que Diral aussi, je crois qu'il est pas jeune. Tu vois 7. Tu vas arriver à 7. Tu vas arriver à la grosse ossature de l'équipe. Merci beaucoup. Un petit mot à rajouter? Oui, non? Moi, j'ai un petit regret par rapport au parcours de l'équipe nationale. C'est j'aurais aimé voir Kaby briller plus sur ces matchs-là. Bon, ce sera pour la prochaine. Lui, par contre, il est encore jeune, tout comme il est 25 ans, Hakimi, 25 ans aujourd'hui. que j'aurais bien voulu voir à droite. Hier, 25 ans. Aujourd'hui, c'est Boutayeb. Aujourd'hui, c'est Boutayeb. Ouais, Donc c'était tous les jours, on fête un l'anniversaire anniversaire. Merci beaucoup. Et dans quelques jours, À la prochaine. Je peux faire On n'arrive pas à les arrêter. Je peux sais faire un pas. truc que je fais très rarement. Je trouve que c'est 20 ans que je te connais. Et aujourd'hui, tu as une écrue en invitant 2 personnes qui s'y connaissent encore bien mieux que toi et moi, ce qui n'est pas trop difficile.
Et Je belle pense- équipe de charme. C'était la minute Don Juan de C'était fin la de minute Don podcast. Juan. voilà. Même pas. Il n'a pas pu se retenir. Ouverture du cœur. Il s'est bien tenu pendant tout le podcast et là c'est le dérapage. Voilà, merci En tout cas, beaucoup. merci messieurs, Merci à vous, c'était messieurs. C'était un très plaisir. chouette. Bye bye. Ciao.